Voilà. Bonjour à tout le monde. Alors, on est aujourd'hui pour une petite heure. Laura et moi allons vous parler des droits des aidants proches et de la loi de reconnaissance des aidants proches. Alors, on va commencer par se présenter. Et donc, moi, je suis Sigrid Brisac. Je suis chargée de projet à l'ASBL Aidants Proches qui intervient en Wallonie. Et moi, c'est Laura Danlois. Je suis psychologue et chargée de projet pour l'ASBL Aidants Proches à Bruxelles. Alors, voilà comment va se dérouler la séance. Alors, d'abord, on va vous présenter qui on est au niveau des ASBL aidants proches et vous référencer aussi quelques autres structures qui interviennent dans le soutien et la reconnaissance des aidants. Ensuite, j'aborderai la question de la définition de l'aidant proche. Qu'est-ce qu'on entend exactement par aidant proche, par cette notion? Laura vous parlera de la loi de reconnaissance des aidants et de d'autres dispositifs légaux qui existent pour soutenir les aidants proches. Et puis, je vous ferai un petit topo de notre démarche autour d'un mémorandum de recommandations à l'attention des politiques en vue des élections du 9 juin 2024. Alors, on aura ensuite une séance de questions-réponses, mais on coupera l'enregistrement avant cette séquence. Alors voilà, deux associations, une en Wallonie, une à Bruxelles, qui travaillent de concert au niveau de toute une série de services et de projets à l'attention des aidants. Alors, que font nos structures? Elles s'adressent à trois publics spécifiquement. Le premier public sont les aidants proches. Voilà, c'est notre public cible, c'est le public duquel est tiré notre nom. Et en termes d'action directe vers les aidants, nos deux structures ont une ligne d'écoute, une permanence téléphonique qui permet aux aidants d'être écoutés, d'être soutenus, d'être réorientés parfois vers le réseau local et en tout cas de répondre à leurs questions. Alors, on a mis en place aussi des outils à l'attention des aidants, comme par exemple la carte d'urgence aidant proche, qui est une petite carte au format carte de banque, qui permet à l'aidant d'indiquer voilà, qu'il est l'aidant d'une personne qui ne peut rester seule et que s'il lui arrive quelque chose, il demande au service d'urgence, à l'hôpital, à la police, de contacter une personne relais dont il met les coordonnées au dos de la carte. Alors cette carte, on l'a déclinée également en carte d'urgence pour la personne aidée. Et donc, de la même manière, cette personne indique qu'elle ne peut rester seule, qu'elle a un aidant proche avec les coordonnées de son aidant et d'une personne relais. Alors, d'autres activités s'organisent aussi à l'attention des aidants, mais sur le territoire bruxellois. Il s'agit d'activités pour les aidants qui peuvent prendre la forme d'une séance d'information, de moments de convivialité, de groupes d'échange à partir d'une thématique ou de groupes de parole, de moments aussi de bien-être pour les aidants. Alors, un second public auquel qu'on essaye de toucher parce que eux-mêmes sont en contact indirectement avec les aidants proches, ce sont les professionnels des secteurs social, santé, juridique parfois. Et donc, vis-à-vis de ce public, on organise des sensibilisations et des modules de formation pour essayer que, au-delà de la personne pour qui ils sont mandatés, la personne âgée, la personne en situation de handicap, la personne malade peut-être. Mais voilà, autour de ces personnes, il y a l'entourage, il y a les aidants proches, et donc on essaye de sensibiliser les professionnels au fait qu'ils ont un rôle à jouer aussi au niveau de ces aidants, dans le fait de les reconnaître, de reconnaître ce qu'ils font pour la personne dépendante, mais aussi de travailler en collaboration avec eux. Ça doit vraiment être un partenariat entre les aidants et les professionnels au bénéfice de la personne dépendante.
et également qu'ils ont un rôle dans le soutien des aidants proches et donc d'identifier peut-être le risque d'épuisement ou l'épuisement qui est déjà réellement là et dans l'information et l'orientation qu'ils peuvent avoir pour les aidants proches. Au niveau des professionnels, on a aussi un rôle d'accompagnement de projets. Donc, certaines structures, hein, des associations, des institutions, des communes, souhaitent développer des projets à l'attention des aidants et ne savent pas toujours par quel bout le prendre. Et donc, on vient en soutien à ces acteurs, à leurs demandes, voilà, pour réfléchir avec eux à comment mettre en place des actions qui s'adapteraient aux aidants voilà, qui fréquentent leur commune, leurs institutions, leurs associations. Et puis un dernier public auquel on s'adresse, c'est le monde politique. Et on entend le monde politique avec un volet assez large. Ça recouvre évidemment la notion de hommes et femmes politiques au sens strict, mais également les acteurs intermédiaires, comme on les appelle, comme les syndicats, les mutuelles par exemple. Et donc, au niveau de ces différents acteurs, on fait du lobbying politique. Et donc l'objectif au départ de ce que les aidants nous disent hein, lors de nos permanences, lors de nos activités, de ce que nous disent aussi les professionnels de leur contact avec les aidants, on fait remonter une série de constats, de difficultés, de besoins qui sont relayés par les aidants au monde politique, voilà, en les rencontrant, en faisant voilà, en les sollicitant. Et notamment, je vous expliquerai en fin d'intervention notre démarche de mémorandum en vue des prochaines élections. Alors, on a aussi un rôle d'une certaine expertise au niveau de cette thématique des aidants proches, au niveau du politique, et donc c'est pas rare qu'on soit sollicité par un ministre, par un cabinet, par un centre d'études, parfois aussi au niveau européen, pour donner voilà notre regard sur le vécu, les difficultés et voilà, peut-être ce qu'il faudrait davantage déployer en Belgique euh, pour soutenir au mieux les aidants proches. Alors, à côté de toutes ces actions pour des publics assez déterminés, on a aussi des actions transversales qui s'adressent finalement à ces trois publics, mais aussi, je vais dire, à monsieur et madame tout le monde, parce que voilà, on pense que tout le monde peut un jour exercer ce rôle d'aidant pour un de ses proches malades, en situation de handicap, âgé. Et donc, tout ce qui concerne la communication, finalement, doit aussi toucher le grand public. Et donc, c'est vrai qu'on a des actions spécifiques comme la Semaine des aidants proches qui a lieu chaque année début octobre et qui vise à mobiliser toute une série d'acteurs communaux, associatifs, institutions pour qu'ils mettent en place cette semaine-là des activités à l'attention des aidants ou sur la thématique des aidants proches. L'idée, c'est vraiment de visibiliser ce public qui est un petit peu méconnu et invisible. On a aussi des actions lors de la Journée nationale des aidants proches, qui a lieu, elle, le 21 juin chaque année. Symboliquement, c'est la journée la plus longue de l'année. Et donc, ça nous paraissait intéressant voilà, de marquer un point d'attention ce jour-là aux aidants proches. Et puis, ben voilà, comme beaucoup d'associations, on a toute une série d'outils de communication avec des flyers, des livrets thématiques, nos sites internet, on communique via les réseaux sociaux, via une newsletter. L'idée, c'est de toucher le plus grand nombre avec des informations, des actualités, voilà, qui concernent les aidants ou pour les aidants proches. Alors, à côté de nos deux associations, il existe d'autres structures qui viennent en soutien des aidants. L'association Jeunes et Aidants Proches est active sur Bruxelles et vise spécifiquement le public des enfants, adolescents, jeunes adultes de moins de 25 ans qui viennent en soutien à un proche dépendant. Voilà, c'est un public qui a un vécu, une réalité, des besoins particuliers et donc une association
qui collabore avec nous a été créé en 2015 pour ce public particulier. Alors, une autre association, c'est le réseau SAM, Réseau des aidants, qui a développé un portail d'information, un portail web dont vous retrouvez l'adresse sur la slide, voilà, avec une série de fiches d'information à l'attention des aidants et plus largement du public qui s'intéresse aux aidants, qui est concerné, donc les professionnels, voire même les personnes qui sont elles-mêmes aidées. Donc voilà, un guide médico-social, des fiches d'information, voilà, une espèce de boîte à outils pour les aidants. Alors, sur Bruxelles également, depuis quelques années, se déploie une équipe mobile qui vise la prévention et le soutien des aidants proches. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui peut se rendre au domicile des familles concernées par une personne dépendante. Voilà, vraiment pour leur offrir un soutien aussi bien au niveau des démarches administratives et sociales, au niveau d'un soutien psychologique, au niveau vraiment des infos concernant la santé. Et puis côté flamand, il existe également des associations qui viennent en soutien aux aidants proches. On vous met ici le nom d'une association qui est Steunpunt Mantelzorg et donc qui intervient dans la région flamande et la région bruxelloise pour les aidants proches néerlandophones. Alors, au niveau du deuxième point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la question de cette notion d'aidant proche. Voilà, qui pour certains est très clair, pour d'autres est un peu flou, et donc ça nous paraissait important, avant de parler de la loi de reconnaissance des aidants, des droits pour les aidants, de bien repréciser la définition de ce qu'est un aidant proche. Et finalement, est aidant proche toute personne qui accompagne régulièrement un proche en déficit d'autonomie, et cela en dehors d'un contrat de travail, d'une rémunération professionnelle et en dehors du cadre du volontariat. Alors, toutes ces notions sont importantes, notamment le volet toute personne, qui précise bien que pour être aidant proche, on ne doit pas forcément être un membre de la famille, même si une majorité d'aidants sont membres de la famille de la personne dépendante, un ami, un voisin, un collègue peut aussi avoir régulièrement ce rôle d'aidant auprès d'un de ses proches. Donc cette notion d'aide régulière, pas forcément quotidienne, pas forcément l'aidant proche n'est pas forcément cohabitant de la personne dépendante, mais en tout cas on est sur une aide qui est davantage que ponctuelle. Et donc voilà, c'est sur la longueur et c'est une notion d'aide régulière. Alors, on parle d'aide à une personne en perte ou en déficit d'autonomie, et donc c'est important. Les aidants proches viennent épauler des personnes qui ont, en raison d'un problème de santé ou d'une situation de handicap, une certaine perte d'indépendance, on va dire, et donc ils sont en difficulté pour certains actes de la vie quotidienne ou pour prendre des décisions. Et ça, en fait, finalement, quelles que soient les atteintes de la personne dépendante, que ce soit des atteintes physiques, cognitives, psychiques ou un mélange de ces différentes déficiences. Alors, cette aide, c'est important, elle est apportée en dehors d'une rémunération professionnelle. Ça veut dire que ce qui relie l'aidant proche à la personne qu'il épaule, c'est une relation affective de proximité et c'est pas un contrat de travail et cette aide n'est pas apportée en échange d'une rémunération professionnelle. Donc les professionnels qui viennent en aide aux personnes en déficit d'autonomie sont importantes également. Elles peuvent être à titre privé aidant proche pour un de leurs proches dépendants, mais quand elles interviennent dans le cadre de leur profession, elles ne sont pas identifiées aux aidants proches. Et cette aide apportée par les aidants proches est également apportée en dehors du cadre du volontariat. Les personnes bénévoles qui s'engagent dans certaines associations qui octroient des prestations de volontariat, ces engagements sont
dans un cadre assez défini. Et donc, une personne qui veut s'engager auprès d'une association va délimiter les périodes où elle est disponible, le type de tâche qu'elle est prête à effectuer ou pas. Et si elle souhaite se désengager, elle pourra se désengager, ce qui est quand même très rarement le cas des aidants. Alors, en termes peut-être de nombre d'aidants, on peut se demander, tiens, ça représente combien de personnes, par exemple, à l'échelon belge. Et donc, c'est important d'avoir conscience qu'en Belgique, plus d'1 million de personnes sont aidants proches. Et donc, ces chiffres viennent de la dernière enquête de santé réalisée par Ciensano en 2018, qui questionne les citoyens sur leur état de santé. Et donc, un volet de cette enquête aborde la question de l'aide informelle. Et donc voilà, plus de 12% des Belges ont répondu à cette enquête en disant qu'ils apportaient de l'aide et des soins à un proche en perte d'autonomie au moins une fois par semaine. Et donc c'est sur base de cette enquête qu'on a les meilleures statistiques au niveau de la Belgique. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laura, qui va aborder la loi de reconnaissance des aidants. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu dans les grandes lignes ce qu'est cette loi de reconnaissance, ce qu'elle permet. Ensuite, j'aborderai les conditions par rapport à cette loi et aussi d'autres droits qui peuvent exister pour soutenir les aidants proches. Alors, au niveau de la loi de reconnaissance des aidants proches, aujourd'hui, cette loi, elle permet deux choses. La première chose, c'est une reconnaissance générale de l'aidant proche, de ce qu'il fait, de son rôle, de ses missions, etc. Aux yeux de la loi. Donc, c'est la mutuelle qui va octroyer cette attestation qui, à ce stade-ci, va rester symbolique. Elle permet parfois de pouvoir appuyer son rôle d'aidant proche auprès d'un employeur, auprès d'un travailleur social, auprès d'institutions publiques comme le NEM ou comme le CPS. Mais aujourd'hui, cette reconnaissance, elle est purement et simplement symbolique et donc elle ne permet pas encore d'octroyer un réel statut de protection socio-juridique à l'aidant proche. Ensuite, sous certaines conditions, il y a une deuxième chose qui existe grâce à cette loi, c'est un congé thématique de 3 mois à temps plein ou 6 mois à temps partiel. Une fois sur la carrière de l'aidant proche. Parfois, on peut le prendre une deuxième fois si on s'occupe d'une autre personne aidée. Mais donc voilà, au niveau de la loi de reconnaissance des aidants proches, c'est aujourd'hui ces deux choses-là, une reconnaissance générale et un congé thématique si on y a droit. Alors cette loi, elle existe depuis 2014, donc ça fait quelques années, mais elle a été appliquée seulement en 2020. Donc elle est finalement appliquée que depuis peu de temps. Elle a encore besoin évidemment d'être travaillée, d'être remplie avec toute une série de droits sociaux pour les aidants proches. C'est le travail que font nos associations et donc ça, on en parlera à la fin de cette présentation. Une condition qui est assez importante pour la loi de reconnaissance des aidants proches, c'est que la personne aidée doit vivre à domicile, que ce soit son propre domicile ou le domicile de l'aidant proche. En tout cas, elle ne peut pas être institutionnalisée dans une maison de repos ou dans un centre d'hébergement de manière continue. Sinon, l'aidant proche ne peut pas demander sa reconnaissance et s'il était déjà reconnu, il perd sa reconnaissance au bout de 90 jours après l'institutionnalisation. Au niveau de la démarche, c'est une démarche qui se fait auprès de la mutuelle de l'aidant proche avec une déclaration sur l'honneur à compléter, à rentrer à la mutuelle et puis c'est la mutuelle qui va délivrer une attestation sur laquelle il sera écrit « Madame ou Monsieur untel est reconnu en tant qu'aidant proche avec ou sans octroi de droits sociaux ». Quand il y a écrit qu'on est reconnu avec octroi de droits sociaux, ça veut dire qu'on a droit au congé. Quand on est reconnu sans octroi de droits sociaux, ça veut dire qu'on est reconnu de manière symbolique. En 2023, il y a plus ou moins 30 000 aidants proches reconnus en Belgique. Alors, il y a toute une série de conditions pour se faire reconnaître en tant qu'aidant proche. Vous verrez, ces conditions, elles sont assez simples à checker, dans un rôle d'aidant proche en tout cas. Alors, la première condition, très générale, il faut s'occuper d'un proche en perte d'autonomie
dû à un handicap, une maladie ou à son âge. Donc là, a priori, à partir du moment où on s'occupe régulièrement d'une personne en situation de dépendance suite à un état de santé fragile ou un handicap, on rentre dans cette condition. Ensuite, il faut que l'aidant proche et la personne aidée habitent en Belgique et qu'ils soient tous deux inscrits au registre national. Le soutien que l'aidant proche apporte doit être gratuit et donné à des fins non professionnelles. Donc, c'est-à-dire que l'aidant proche, dans l'aide qu'il apporte à son proche, ne doit pas être lié par un contrat ou par un échange de biens et de services qui serait rémunéré, par exemple. L'idée ici, c'est vraiment de dire l'aidant proche, dans un cadre privé, apporte une aide à une personne de son entourage et ça se fait de manière tout à fait gratuite. Il doit y avoir une relation de confiance entre l'aidant proche et la personne aidée, une relation affective et ou de proximité géographique. Donc cette condition, elle permet d'englober à la fois les membres de la famille, mais aussi les amis et les éventuels voisins, collègues, qui peuvent aussi apporter une aide parfois à un proche. L'aidant proche doit pouvoir respecter le projet de vie de la personne aidée. Et donc pour s'assurer de cette condition, la personne aidée doit signer le formulaire que l'aidant proche envoie à sa mutuelle. Alors, dans certains cas, la personne n'est plus capable de signer, donc soit il y a un tuteur légal ou un administrateur de la personne, soit le médecin traitant peut également intervenir et rédiger une attestation qui permet à la mutuelle d'accepter la signature de l'aidant proche à la place de la personne aidée. Minimum un professionnel impliqué dans la situation. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que la personne soit suivie par un professionnel, que ce soit un médecin traitant, que ce soit une infirmière, que ce soit un kiné, que ce soit une aide familiale. L'idée, c'est que la personne aidée et l'aidant proche ne soient pas livrés à eux-mêmes. Le proche aidé doit vivre à son domicile de manière permanente. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait déjà, enfin, c'est ce que j'expliquais déjà dans la slide avant. Et alors, pour cette reconnaissance générale, il n'y a pas de condition d'âge ou de statut socio-professionnel. Donc, un mineur peut demander la reconnaissance générale, une personne pensionnée peut demander la reconnaissance générale, une personne en invalidité ou au chômage peut demander la reconnaissance générale parce que cette reconnaissance générale n'ouvre pas l'accès à des droits sociaux. Alors, ensuite, pour pouvoir ouvrir l'accès à ce congé thématique dont je vous parlais, il y a 3 conditions supplémentaires qu'il faut respecter. La première, c'est que le proche doit être très dépendant. Et donc là, il y a des échelles d'évaluation qui peuvent évaluer la situation. La plupart du temps, on évalue cette dépendance via la Direction générale des personnes handicapées, via le SPF Sécurité sociale, donc via une reconnaissance de handicap. Ça permet déjà de pouvoir déterminer le niveau de dépendance. Mais la mutuelle ou le médecin traitant peuvent également aider à évaluer cette dépendance. Il faut déclarer s'occuper de son proche au moins 50 heures par mois ou 600 heures par an. Ça représente environ 1h30 par jour, donc c'est quand même une aide qui est assez importante et continue. Et pour cette reconnaissance-là, il n'y a que 3 aidants proches qui peuvent l'obtenir pour une personne aidée. Et donc là, c'est très important aussi dans des familles qui sont un peu plus nombreuses, s'il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'une personne en perte d'autonomie, de pouvoir se mettre d'accord sur qui va demander ce congé et qui n'en a pas besoin. Parce que du coup, ceux qui aimeraient prendre le congé, ceux qui en ont besoin, doivent être les premiers à demander la reconnaissance puisque le congé est octroyé par ordre d'arrivée et pas par... il n'y a pas d'autres critères qui donnent accès au congé pour déterminer qui dans une famille va pouvoir l'obtenir. Donc voilà, c'est important de se mettre d'accord. Par contre, pour la reconnaissance générale, il n'y a pas de nombre maximum d'aidants proches par personne aidée. Alors, qui contacter? Très concrètement, le premier interlocuteur, ça reste la mutuelle, puisque c'est via la mutuelle qu'on peut obtenir le papier. Certaines mutuelles peuvent également accompagner l'aidant proche à remplir cette déclaration sur l'honneur. Nos ASBL peuvent également apporter un soutien à l'aidant proche pour comprendre les questions, pour compléter le formulaire. On peut vous aider à ce niveau-là également. Pour la dépendance du proche, comme je vous le disais juste avant, c'est soit via le SPF pour tout ce qui est reconnaissance de handicap, ou alors
pour les personnes âgées ou les enfants mineurs, etc., ça peut être également au niveau d'Iriscare ou de la VIC qu'une reconnaissance peut être obtenue. Via le médecin traitant également, notamment pour les personnes âgées, on peut demander au médecin traitant de faire une échelle de CATS auprès d'une personne âgée pour évaluer un petit peu sa dépendance. Et le résultat de l'échelle de CATS peut donner accès au congé pour les dents proches. Ou alors la mutuelle. Elle peut aussi fournir des informations. Parfois, dans certaines maladies, ces maladies sont reconnues comme étant chroniques et donc ça peut donner accès à l'ouverture du congé pour les dents proches. Alors, pour le congé thématique, il faut savoir que les choses s'organisent un peu différemment qu'on travaille dans le secteur privé ou dans le secteur public. Dans le secteur privé, la marche est toujours la même à suivre. Si on a droit au congé, donc j'insiste bien, il faut d'abord savoir si oui ou non on a droit au congé. On peut demander à prendre ce congé. Donc là, il faut avertir son employeur au moins 7 jours avant de prendre le congé et en parallèle remplir un dossier individuel auprès de l'ONEM pour pouvoir obtenir une allocation pendant la durée du congé. Ça, c'est pour le secteur privé. Et ensuite, pour le secteur public, nous, on conseille toujours de contacter quand même soit le service des ressources humaines, soit le syndicat, parce que les choses peuvent s'organiser parfois un petit peu différemment en fonction du secteur public où on travaille. Donc, c'est toujours important de bien se renseigner. Et puis, évidemment, pour des questions plus pratico-pratiques sur les allocations, etc., là, l'ONEM est un bon interlocuteur également. Alors, il nous arrive quand même régulièrement d'avoir la question, pourquoi se faire reconnaître? Parce que la réalité, c'est que la reconnaissance n'octroie pas beaucoup de droits aux aidants proches. Et donc, certains aidants proches peuvent avoir l'impression qu'elle ne sert à rien. Et donc, à cette question-là, on a quand même listé quelques raisons qui nous semblent importantes. Il y a d'abord des raisons individuelles. On réalise que peu d'aidants proches se reconnaissent eux-mêmes en tant qu'aidants proches parce que finalement, ce terme est encore un petit peu inconnu et que dans la majorité des cas, la raison qui pousse les aidants proches à aider leurs proches, c'est toute l'implication émotionnelle, tout l'amour qu'on peut porter à un proche. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et donc, on se rend compte que les aidants proches ne s'identifient pas comme tels. Et donc, le fait de s'intéresser un petit peu à cette démarche, de faire la reconnaissance, c'est aussi une première prise de conscience pour soi, en tant qu'aidant proche, de la situation dans laquelle on se trouve et de savoir un petit peu, tiens, comment je me sens dans ce rôle? Est-ce que j'aimerais mettre des limites? Est-ce qu'il y a des tâches qui ne me correspondent plus, qui ne me conviennent pas? Et donc, faire cette reconnaissance, c'est quand même prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve et pouvoir parfois débuter un accompagnement. Un accompagnement soit auprès de la mutuelle, auprès parfois de sa commune, parce qu'il y a certains services qui peuvent exister, auprès d'un service d'aide à domicile, auprès de nos associations quand il y a un besoin d'être écouté, d'être orienté. Voilà, en tout cas, c'est un premier pas vers une aide, un soutien dans toute l'aide qu'on peut apporter à un proche. Et c'est pas si simple finalement d'aider un proche au quotidien, ça demande énormément d'énergie. Et on peut parfois, en tant qu'aidant proche, ressentir de la fatigue, ressentir un épuisement, une irritabilité. Et donc à ce moment-là, on peut débuter un accompagnement. Il y a aussi ce droit social qu'est le congé. C'est un congé qui vient s'ajouter à d'autres congés qui existent déjà au niveau de la Belgique. Et donc, c'est quand même un droit social qui existe et qui n'est pas négligeable. Alors ensuite, il y a toute une série de raisons collectives. Déjà, cette loi de reconnaissance, elle donne quand même un cadre légal. Aujourd'hui, dans la loi, dans toutes les lois qui composent notre pays, il y a une loi qui concerne les aidants proches et qui donne quand même une définition de ce qu'est l'aidant proche. Donc ça, c'est quand même un premier pas vers plus de droits pour les aidants proches. Ça permet aussi de visibiliser les aidants proches parce qu'on réalise qu'il n'y a pas beaucoup de reconnaissance de l'aidant proche par l'aidant proche, mais il n'y en a pas non plus énormément de l'aidant proche par tout le reste de la société, par les professionnels, par le tout public, etc. Donc, ça permet aussi, cette loi, d'en parler, de pouvoir visibiliser ce groupe social. Et puis, la dernière raison, et là, elle est vraiment importante, je vais insister dessus, c'est que ça permet de lutter pour les droits sociaux des aidants proches. Nos ASBL luttent pour pouvoir donner plus de droits aux aidants proches. Elles rencontrent régulièrement
des représentants politiques, elle écrit des cartes blanches, elle a rédigé un mémorandum dont on parlera, comme je le disais plus tard. Et tout ce travail, il est fait pour permettre une meilleure reconnaissance de l'aidant proche et plus de droits, plus de soutien de la part du politique. Et on sait aujourd'hui que être aidant proche, ça prend tellement de temps que les aidants proches n'ont pas le temps d'aller manifester dans les rues, de nous accompagner aux rencontres, etc. Et donc, le fait de faire cette reconnaissance d'aidant proche, c'est vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Parce qu'au plus on va auprès du politique avec de nombreux aidants proches reconnus, au plus ça permet de visibiliser ce groupe social. Parce qu'aujourd'hui, il y a un écart entre le nombre d'aidants proches estimés, 1 million, et le nombre de reconnaissances, 30 000 reconnaissances. Et donc, c'est vrai que parfois le politique pourrait se dire, bah, finalement, on a voté une loi pour si peu de personnes. Et ce n'est pas le but, évidemment. Le but, c'est qu'il y ait plus de reconnaissance, plus de droits. Et donc, voilà. Finalement, faire la reconnaissance aidant proche, c'est un combat pour soi-même, mais aussi pour les autres et pour que demain, il y ait beaucoup plus de soutien aux aidants. Alors, ici, j'ai terminé avec la partie vraiment loi de reconnaissance des aidants proches. On voulait quand même vous donner quelques informations sur d'autres ressources qui peuvent exister. Et donc ici, je vais en parler, mais j'insiste, la plupart de ces ressources ne sont pas liées à la loi. Alors, pour les aidants proches qui travaillent ou qui sont aux études, il y a 5 dispositions supplémentaires qui existent pour les aidants proches. Il faut savoir déjà qu'il y a d'autres possibilités de prendre des congés ou d'interrompre sa carrière. Il y a le congé parental, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs. Ce sont 3 congés différents qui peuvent aider les aidants proches en fonction de leur situation et qui peuvent se cumuler au congé aidant proche. Donc, c'est-à-dire que, imaginons un parent d'un enfant en situation de handicap, il aurait droit au congé parental et au congé aidant proche. Et donc, il pourrait dans un premier temps prendre son congé parental, il a droit à 4 mois. Et puis, il pourrait prendre son congé aidant proche, où il a droit à 3 mois, par exemple. Alors ensuite, il y a une disposition européenne qui a été appliquée par la Belgique il y a 1 an ou 2 maintenant, en tout cas c'est assez récent, et qui permet aux aidants proches de demander à avoir 5 jours de congé par an pour aider leurs proches. Alors, ces 5 jours ne sont pas liés à la loi, comme je vous le disais. Il faut que le médecin traitant puisse faire une attestation pour que l'aidant proche puisse remettre cette attestation à son employeur et bénéficier de ces 5 jours de congé par an, qui ne sont pas rémunérés aujourd'hui parce que ce sont des congés qui sont pris sur les 10 jours de congé pour raison impérieuse. Donc voilà. L'avantage de ce congé, c'est que grâce à l'attestation, on peut prendre ces 5 jours pour des raisons qui sont non urgentes, donc c'est-à-dire pour accompagner son proche à un rendez-vous médical. Et on pourrait prendre ces 5 jours d'affilée, on pourrait les répartir sur 5 mois, mais il ne faut pas à chaque fois rentrer l'attestation du médecin. Une fois qu'on l'a rentrée, on a droit à ces 5 jours-là. On peut également demander en tant qu'aidant proche des formules souples de travail. Donc idem, l'idée c'est de permettre à l'aidant proche de trouver une meilleure articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Et donc là, c'est une demande qui peut être formulée auprès de l'employeur. L'employeur peut refuser, mais il doit justifier la raison de son refus. Donc il ne peut pas refuser de manière arbitraire. Il doit y avoir une raison quand même solide derrière qui fait qu'il refuse ces formules souples de travail. Alors ensuite, il existe un congé pour les indépendants. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. C'est un congé, encore une fois, qui n'est pas lié à la loi. Il y a donc il y a des conditions qui sont différentes. Et donc, pour les indépendants, il vaut mieux contacter sa caisse d'assurance sociale parce que c'est la caisse d'assurance sociale qui dit si oui ou non l'indépendant peut prendre son congé et qui verse une allocation aussi à l'indépendant. Il existe un dispositif auprès de l'ONEM qui permet aux aidants proches de demander une dispense pour être dispensé en fait de recherche d'emploi. Puisque quand on est au chômage, on est obligé de chercher de l'emploi et de pouvoir apporter la preuve qu'on cherche de l'emploi. Et cette dispense pour les aidants proches, elle permet justement de ne pas chercher de l'emploi. Alors on peut la demander pendant maximum 4 ans, mais attention, parce que quand on demande cette dispense, l'allocation du chômage, elle est fortement diminuée. Et donc, les aidants proches ne vont plus toucher que 200-300 euros par mois, donc c'est très peu. Et tous les aidants proches ne peuvent pas se le permettre. Donc, attention quand même au revers de la médaille. Et ensuite,
pour les jeunes aidants proches, il existe un statut spécifique qui s'est développé à l'ULB et qui permet aux jeunes aidants proches reconnus, donc là c'est lié à la loi, de pouvoir demander le statut à besoins spécifiques et d'avoir des allègements au niveau de leurs études, des souplesses dans l'organisation de leurs études. Alors ensuite, il y a d'autres ressources pour les aidants proches. Des avantages auprès des mutuelles et des communes. Donc, il faut savoir que depuis que la loi de reconnaissance des aidants proches a été appliquée, certaines mutuelles et certaines communes en ont fait un petit peu un cheval de bataille pour pouvoir soutenir les aidants proches. Et donc, dans quelques communes, notamment bruxelloises et au niveau de la ville de Liège, il y a des éléments qui se développent pour les aidants proches, que ce soit des cartes riverains, que ce soit des primes pour les aidants proches. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Alors à Bruxelles, les communes concernées, c'est Etterbeek et Woluwe-Saint-Pierre qui octroient une prime. Et la ville de Bruxelles, donc qui regroupe Laken, Neder-Overbeek, le centre-ville et Arren, qui va octroyer une carte riverain aux aidants proches, qui coûte aux aidants proches 75 € par an. Et alors la ville de Liège est également en réflexion pour permettre une souplesse de parking pour les aidants proches. Donc voilà, à ce niveau-là, on vous reviendra quand on aura toutes les infos par rapport à ça. Au niveau du CPS, il faut savoir que peu importe qu'on soit aidant proche ou pas, on peut toujours demander soit un revenu d'intégration sociale au CPS, soit une aide sociale. L'aide sociale, ça va permettre parfois de donner un coup de pouce, donc de pouvoir payer une facture qu'on n'a pas su payer, de pouvoir avoir une carte médicale pour payer les frais médicaux, de pouvoir payer un certain matériau, par exemple pour les étudiants qui auraient besoin d'un ordinateur. Donc il ne faut jamais hésiter à aller toquer à la porte du CPS. Ce n'est pas parce qu'on a un revenu, par exemple on travaille ou on est en invalidité, qu'on ne peut pas aller demander une aide au CPS, puisque comme je le disais, il y a le revenu d'intégration sociale. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a toute l'aide sociale que le CPS peut apporter. Et alors, je termine par la réduction d'impôt. Donc, il y a deux possibilités de demander la réduction d'impôt. Soit quand on a un enfant en situation de handicap, soit quand on accueille un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur à domicile qui a plus de 65 ans et qui a 9 points de perte d'autonomie. Alors, à ce moment-là, on peut checker la petite case dans la déclaration d'impôt et pouvoir éventuellement bénéficier d'une réduction d'impôt. Et alors, je termine par d'autres ressources qui sont liées à la personne aidée, mais qui peuvent parfois aider l'aidant proche. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées, qui est octroyée par les régions, donc Iriscare à Bruxelles et la VIC en Wallonie. L'Agrapa, qui est un supplément à la pension. Des allocations et des autres avantages pour les personnes en situation de handicap. Et donc là, c'est ce qu'on a déjà parlé plus en avant, c'est le fait de demander une reconnaissance de handicap. Ça permet d'ouvrir le droit à un revenu, mais aussi à certaines aides, par exemple des tarifs sociaux sur l'énergie, des réductions d'impôts, comme je le disais, au niveau des impôts. Il y a également des réductions de précompte immobilier, etc. Le BAP, qui est un budget d'assistance personnelle qui existe dans les 3 régions, qu'on peut demander quand on est en situation de handicap pour pouvoir bénéficier d'aide à domicile, d'aide quotidienne. La seule difficulté de ce budget, et pas des moindres, c'est que c'est un budget qui est limité et donc dans les 3 régions, il y a des listes d'attente. Donc voilà, ça vaut la peine de pouvoir faire une demande quand on a un handicap et qu'on sait que ça va durer dans le temps, mais il faut avoir conscience que ça peut prendre du temps. Et la Zorcas, donc je termine là-dessus. Donc c'est une aide qui existe en Flandre et qui existe aussi à Bruxelles pour les personnes qui cotisent auprès d'une assurance autonomie. Alors en Flandre, tous les habitants qui habitent en Flandre doivent cotiser chaque année, doivent payer auprès d'une caisse d'assurance autonomie un certain montant, je pense que c'est une soixantaine d'euros. Et à Bruxelles, les Bruxellois peuvent le faire, ils ne sont pas obligés. Et cette assurance, elle permet aux personnes en situation de dépendance de pouvoir bénéficier d'une prime mensuelle qui varie de 100 à 300 € par mois. Donc c'est quand même pas négligeable et donc voilà, ça vaut la peine en tout cas d'avoir la réflexion quand on habite à Bruxelles de se demander si ça vaut la peine ou pas de payer cette soixantaine d'euros par mois au cas où on en aurait besoin plus tard. C'est un peu comme une assurance, un peu comme l'assurance voiture ou habitation, c'est aussi quelque chose qu'on paye tous les mois ou tous les trimestres.
au cas où on en aurait besoin. Donc là, c'est un peu le même principe, mais ça permet du coup aux personnes en situation de dépendance d'avoir cette prime mensuelle qui peut permettre de financer des aides à domicile, etc. Voilà pour ma partie. Je redonne la parole à Sigrid pour aborder en quelques mots le mémorandum et les élections 2024. Alors, avant d'aborder ce point, on l'a déjà évoqué, mais je vais insister sur le fait qu'il faut différencier une reconnaissance comme aidant proche, donc un aidant qui a fait une démarche active auprès de sa mutuelle et qui a été dans les critères et donc qui a pu être reconnu, avec une situation de vie que vivent donc 1 million de Belges, parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, il joue un rôle d'accompagnement, de soutien auprès d'un proche dépendant. Et donc, comme Laura l'a expliqué, cette loi est en œuvre depuis maintenant 3 ans et demi, la loi de reconnaissance des aidants. Et c'est vrai que pour sa plus grande partie, elle reste assez symbolique en termes d'avantages possibles pour les aidants. Et donc, nos associations continuent ce travail, ont été très actives pour essayer d'aboutir à cette loi de reconnaissance. Mais à notre niveau, le travail continue, c'est une partie importante de notre travail, et notamment à ce moment important que sont les élections 2024 à venir, pour essayer de demander davantage de droits, davantage de soutien des aidants, et qu'en tout cas, ce qu'on demande au minimum, c'est que le fait de jouer, d'assurer ce rôle d'aidant auprès d'un proche n'entraîne pas une double, voire une triple peine pour les aidants. Et donc, comment est-ce qu'on a procédé? Il y a à peu près 1 an, on a réalisé des groupes de travail avec des aidants proches d'une part, avec des professionnels d'autre part, voilà, où on a demandé leur avis sur une série de sujets. Et sur base de ce matériel recueilli, de témoignages, de difficultés vécues, de besoins qui ne sont pas encore rencontrés, on a réalisé un questionnaire qui a été diffusé largement en ligne et auquel ont répondu environ 600 aidants francophones, et qui nous a permis de rédiger un document qu'on appelle Mémorandum. Alors, ce document, il est en ligne sur notre site Internet et il reprend un petit peu à l'attention des partis politiques, des centres d'études des partis, une série de points d'attention, de revendications pour que les aidants puissent finalement jouer ce rôle un peu plus sereinement. Côté flamand, c'est important de savoir aussi que les associations flamandes ont également réalisé un mémorandum, et finalement, on se rend compte au niveau de nos associations que les points d'attention qu'on a mis en évidence au niveau des politiques se rejoignent très fort. Et donc finalement, le vécu et les besoins des aidants côté flamand et côté francophone sont assez similaires, ce qui est un côté assez rassurant. Alors, le 21 juin passé, le 21 juin 2023, donc journée symbolique et journée nationale des aidants, on a organisé un événement et on a remis notre mémorandum aux 6 partis politiques francophones, avec la présence de professionnels qui travaillent avec nous dans le cadre du soutien des aidants, la présence d'aidants proches aussi qui ont pu apporter leur témoignage. Alors, depuis lors, on a sollicité une série de rencontres politiques avec des cabinets, des centres d'études, des ministres ou des personnes politiques qui ont une voix importante dans leur parti, pour essayer de leur expliquer, voilà, en plus de la remise du document, voilà, en quoi c'était important lors de la prochaine législature, d'avoir une véritable attention, une stratégie de soutien pour les aidants proches. Alors ça, c'est un travail
qui a été fait. Où en est-on maintenant, hein, à 2-3 mois des élections? On est en train de réaliser une analyse des programmes des différents partis, hein. Petit à petit, les partis mettent en ligne leur programme politique en vue des élections. Et donc, c'est un engagement de leur part sur les gros points sur lesquels ils vont être attentifs lors de la formation des gouvernements. Ils vont être attentifs à négocier ces points qui sont importants pour eux. Lors de la rédaction des accords de gouvernement. Et donc, c'est vrai que la remise du mémorandum, c'était aussi rappeler aux partis que c'était important, les points qu'on soulevait, qu'ils puissent également les mettre dans leur propre programme. C'est une manière finalement d'amener les citoyens, les électeurs à prendre conscience, ben, finalement, tel parti politique, voilà ce qui est important pour lui et voilà ce qu'il souhaite réaliser lors de la prochaine législature pour nous, les aidants proches. Alors, le 9 juin, nous irons tous aux urnes et à partir du dépouillage des élections, des formateurs seront désignés au niveau du fédéral et des entités fédérées, hein, les régions, les communautés, pour essayer d'arriver à former des gouvernements. Et ces accords entre partis rédigeront ce qu'on appelle des accords de gouvernement. Alors, finalement, c'est un petit peu le programme, le plan stratégique des différents gouvernements pour les 5 années à venir jusqu'aux prochaines élections. Et donc, là aussi, notre intention est d'interpeller et, si possible, de rencontrer les formateurs pour que, dans ces accords de gouvernement, il y ait des items clairs sur ce qu'ils comptent faire pour les aidants lors des 5 prochaines années. Alors, une fois que les gouvernements, les ministres seront en place, on prendra à nouveau, comme on fait tout au long, chaque année, notre bâton de pèlerin pour rencontrer les ministres en place, les cabinets, et principalement les ministres qui ont une action directe, finalement, directe et indirecte, sur le vécu des aidants. Et donc, on pense au ministre de la Santé et de l'Action sociale, au ministre du budget, des finances, au ministre de l'Emploi notamment, hein, pour l'articulation, mais aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, au ministre qui a l'enfance ou la jeunesse dans ses attributions. Alors voilà, notre mémorandum reprend une quarantaine de revendications qu'on a regroupées en 10 priorités et vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.aidant au pluriel-proche au pluriel.be. Alors, on arrive à la fin de cette séance d'information. On espère que voilà, vous avez pu en retenir et être informé sur ce qui vous intéressait. On n'enregistrera pas ici la suite de l'intervention avec les questions-réponses des participants, mais vous ne devez jamais hésiter à nous contacter à Bruxelles, en Wallonie, au niveau de nos permanences téléphoniques. Voilà, s'il y a certains points qui n'auraient pas été clairs, nous-mêmes et nos collègues pouvons évidemment vous répondre et aussi vous amener des éléments de réponse par rapport à des situations individuelles qui sont vécues. Ici, on a parlé évidemment de manière large.